companion. That's where I long to be, with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui s'intitule, un ouvrage collectif qui s'intitule De l'immersion au cinéma. Voilà, je montre ça. Et c'est édité chez Presse Universitaire de Rennes, Pure. Et l'ouvrage a été dirigé par 3 personnes, Marc Christie, Jean-Baptiste Massuet et Grégory Wallet. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, je ne l'ai pas écorché. Impeccable. Superbe. Il y a une préface quand même de Philippe Marion, il faut le dire. Et bien évidemment, dans le descriptif de cette vidéo, si vous souhaitez vous procurer le livre, vous avez le lien qui renvoie à la page dédiée du livre sur le site de Presse Universitaire de Rennes. Et comme d'habitude, première question très simple que je pose à mes invités. Je connais un peu la réponse parce que c'est une émission qui a été difficile à faire. Bien évidemment, c'est de ma faute, comme d'habitude. Mais en tout cas, je suis très content qu'ils soient là et je leur remercie pour leur grande patience et compréhension. Comment allez-vous ? Très bien, merci Samir de l'invitation. Oui, moi aussi, merci beaucoup Samir. Oui, tout va bien, on est débordé évidemment, constamment, mais on tient le coup et tout va bien. Je vous remercie déjà de me consacrer à peu près 1 heure comme ça pour parler de ce livre. Alors, la véritable première question qui est très banale, mais qui va nous permettre quand même de nous introduire en tout cas au sein de ce livre, tout simplement, qu'est-ce qui a fait que ce livre doit exister ? En fait, cet ouvrage à l'origine ce sont des actes d'un colloque, donc un colloque qui a eu lieu dans le cadre d'un projet ou d'un programme plutôt ANR, donc l'Agence nationale pour la recherche, que nous avons obtenu à l'université Rennes 2 en partenariat avec l'université Rennes 1 pour une durée de 4 ans autour d'un ingénieur il s'appelait Jean-Pierre Boviala. Donc un projet que nous avions intitulé Boviatech et qui consistait en fait, en partant des archives de cet ingénieur, qui consistait à réfléchir en fait notamment à la transition numérique et aux enjeux qui pouvaient courir du passage de l'argentique, en fait, du tournage sur pellicule et de l'enregistrement, bien sûr, lié à cette période, de l'enregistrement sonore, et du coup, les technologies liées au numérique, dont l'entreprise Aaton, dont Jean-Pierre Boviala était à l'origine, a été l'un des principaux acteurs. Et donc, en partant de ce fonds d'archives, l'idée était de creuser en fait des questions beaucoup plus générales, dont la question de l'immersion, puisque Boviala était quelqu'un qui était très intéressé justement par les questions d'immersivité liées aux caméras au format réduit, donc des petites caméras qu'on pouvait porter soit sur l'épaule, et il avait ce fantasme de créer une caméra qu'il avait appelée la libellule, une caméra vraiment extrêmement réduite qui permettait justement aux opérateurs de naviguer dans l'espace absolument de la manière dont ils le souhaitaient. Et cette question de l'immersion, du coup, nous a paru extrêmement intéressante à traiter. Et en l'occurrence, c'était un souhait qui a été lié au partenariat avec l'université Rennes 1, puisque Grégory, tu en parleras sans doute un petit peu, mais tu es spécialiste des questions d'immersion. Moi, c'est des questions qui m'intéressaient au prisme de mes objets de recherche, qui sont plutôt liés aux nouvelles technologies numériques et aux effets spéciaux, notamment, et au cinéma virtuel, de manière un peu plus précise. Et Marc Christie était quelqu'un de tout à fait intéressé par les questions de caméra virtuelle, mais sous un plan vraiment scientifique, pour le coup, plutôt lié aux sciences dures. Et le partenariat était lié justement à cette volonté de marier les sciences dures et les sciences humaines autour de cette question de l'immersion, qui est évidemment une question technologique à la base, mais qui a un impact sur les formes filmiques. Je crois que le colloque a eu lieu pendant la pandémie, Grégory, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Voilà. C'est ça, exactement. Et du coup, on l'a fait à Rennes 1, mais dans des conditions un peu particulières, parce que c'était uniquement en visio. Je crois qu'on était 3 ou 4 seulement présents dans la salle, et le reste des intervenants étaient donc sur Zoom. Donc c'était un colloque un petit peu particulier, technologiquement particulier, on va dire, presque immersif en lui-même. Oui, ça a un lien avec le livre, là, pour le coup, sans le savoir. Les intervenants étaient projetés mentalement dans la salle de Rennes 1. Et voilà, et donc l'idée, c'était évidemment de faire un bel ouvrage à partir de ce colloque qui nous a vraiment énormément satisfait avec Grégory et Marc. On a trouvé ce colloque absolument passionnant et il nous a semblé essentiel, qui est un ouvrage pas de référence, mais en tout cas un ouvrage qui fasse le point sur cette question importante, puisqu'elle est de plus en plus traitée aujourd'hui dans les études universitaires, elle est de plus en plus abordée, on la voit un petit peu partout, cette question de l'immersion, mais elle n'avait jamais vraiment été entièrement définie, ou en tout cas pas définie au sens large, elle a été définie dans des aspects très très précis, et il nous a semblé important, nous, justement, de la déconstruire, cette notion, et de se rendre compte qu'elle n'avait pas trait uniquement aux nouvelles technologies, mais qu'elle couvrait l'histoire du cinéma dans son ensemble. Oui, peut-être préciser que tu le disais, c'est une notion qui
qui est de plus en plus utilisée, mais elle l'était sans doute davantage dans le milieu de la réalité virtuelle et des jeux vidéo. Et c'est vrai que nous, notre envie, notre objectif, étant chercheur en cinéma, c'était aussi de la questionner par rapport à l'objet cinématographique, à l'objet film. Mhm. Parce que aussi, cette notion d'immersion était de plus en plus utilisée dans des discours liés au cinéma. Parfois, enfin, je dirais même très souvent avec un argument plutôt marketing et sur des aspects plutôt techniques, hein. Il s'agissait vraiment de mettre en avant justement l'aspect immersif de certains dispositifs. Alors ça peut être par exemple le son Dolby Atmos ou l'IMAX laser qui employait dans des publicités, hein, ce type de notion. Et nous, voilà, on voulait vraiment se réapproprier entre guillemets cette notion et la questionner par rapport à l'objet film, alors que finalement dans toute l'histoire du cinéma, il y a eu différents dispositifs, différentes tentatives aussi d'immerger davantage le spectateur, même si c'était pas le terme d'immersion qui était forcément utilisé. Alors, avant qu'on parle, mais aussi de l'architecture du livre ou des dispositifs, des nouvelles technologies, j'aimerais vous poser une autre question très générale pour le coup par rapport à l'immersion. Tout simplement, qu'est-ce qui fait vraiment qu'un spectateur ou une spectatrice se sent plongé, entre parenthèses, dans un film? Je pense qu'il est important effectivement au départ de distinguer 2 choses, l'immersion physique et l'immersion mentale, hein. C'est ce que faisait déjà l'un de nos collègues, Bernard Galton, dans son ouvrage collectif aussi, Les figures de l'immersion. C'est quelque chose une distinction immersion mentale, immersion physique qui a été beaucoup reprise. Mais effectivement, faut pas oublier l'immersion mentale. On a tendance à souvent à coller cette immersion de manière générale à une immersion physique liée à des dispositifs, mais il y a aussi l'immersion mentale. Et le fait qu'un spectateur soit plongé dans le film, dans la diégèse du film, pourrait-on dire. Oui, bah, c'est une question qui a été, on va dire, qui court en fait sur l'intégralité de l'histoire du cinéma, même si au départ, il faut quand même se rappeler que on pourrait penser que la projection sur un grand écran aurait amené justement à cette idée que le monde extérieur disparaît et on s'immerge justement dans une fiction dont on ne voit plus les contours, puisqu'effectivement, l'écran est tellement grand qu'on ne voit plus ce qu'il y a autour de lui. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque dans les premiers temps du cinéma, le monde de la salle ou le monde des salons, des cafés dans lesquels ces projections avaient lieu, ou les foires, hein, ce monde existait. Voilà, les spectateurs parlaient beaucoup, etc. Donc, on n'était pas forcément dans une logique d'immersion totale dans les images. Néanmoins, c'est quelque chose qui va être théorisé par la suite par plusieurs personnalités du monde de la théorie du cinéma. Je pense à quelqu'un comme Edgar Morin, par exemple, qui va beaucoup réfléchir à cette question, notamment en se disant que le phénomène qui se passe quand on est dans une salle de cinéma, c'est que dans l'obscurité de la salle, le grand écran, le fait que les personnes sont à côté de nous, mais effectivement on ne les voit pas, ou en tout cas en pressant leur présence, mais on n'est pas censé forcément les voir, produit une impression de rêverie, en fait, l'impression de se projeter effectivement dans cet univers du film, qui est un univers, qu'il faut le rappeler, est totalement illogique d'un point de vue physique, c'est-à-dire qu'on a un montage fait de plans, ce qui n'est pas du tout la manière dont on perçoit la réalité, faut-il le rappeler, on se projette pas, on se téléporte pas comme ça dans différents angles. Donc il y a un truc qui est complètement aberrant en réalité, mais on croit à cette fiction. On a vraiment l'impression que ces gens qui sont sur l'écran existent, que cette histoire existe, et on est capable de s'identifier à eux, de pleurer, de rire, d'avoir peur, etc., avec ces personnages. C'est une forme, effectivement, de projection, identification, comme le nomme Morin, où on se projette dans les images et on s'identifie effectivement à elles. Et ce double mouvement produit effectivement une forme d'oubli, entre guillemets, de soi, des autres, du monde extérieur, au profit de ce qui se passe sur l'écran. Ça, effectivement, c'est une forme d'immersion en un sens, puisqu'on a l'impression d'être à l'intérieur des images, d'être dans ce monde, malgré son découpage, malgré son montage. On a l'impression d'exister dans ce monde avec les personnages du film. Et effectivement, ça diffère grandement du processus d'immersion physique, qui là, pour le coup, n'est pas uniquement lié à une projection intellectuelle ou mentale, mais est lié vraiment à la façon dont le corps va être sollicité, justement, pour intégrer la fiction, en tout cas ce que le film nous propose. Oui, sur l'immersion physique, déjà dire que souvent on parle d'immersion par rapport aussi à une norme, et c'est la plupart du temps des dispositifs hors normes qui vont permettre d'augmenter l'immersion du spectateur. Donc la norme, vous le savez, pendant longtemps, ça a été le 35 mm avec les ratios de projection qui sont associés, le 1,33 puis le 1,37. Et il y a eu comme ça tout au long de l'histoire du cinéma des propositions de dispositifs hors normes pour immerger davantage le spectateur. Donc ça a été,
surtout je dirais dans les années 50, 60 pour ce qui est des formats en tout cas, avec l'apparition du cinémascope, du cinérama, notamment du Todao avec le 70 mm. Donc voilà, des dispositifs qui, alors je parle beaucoup d'images, mais qui ont fait aussi des propositions d'immersion sonore, hein, puisque c'est à cette époque qu'on avait des dispositifs avec 6 pistes, 6 canaux. Donc bref, en tout cas, des propositions qui permettaient d'immerger davantage de spectateurs, à la fois de l'immerger par rapport au format de projection, donc hein, en englobant davantage l'image en fait, hein, l'image qui était projetée, donc en englobant davantage son champ de vision, pardon. Et puis aussi en proposant souvent une résolution d'image supérieure, ce qui permet également d'immerger davantage physiquement le spectateur. Là, je parle des formats de projection, mais on pourrait aussi parler bien sûr de la 3D, de l'accélération, de la vitesse de projection, hein, ce qu'on a appelé par la suite le HFR. Donc voilà, tous ces dispositifs qui en fait dépassent les normes et donc proposent d'immerger davantage le spectateur. Donc là, je parlais des années 50-60, mais il y a eu d'autres propositions, bien sûr, tout au long de l'histoire du cinéma. Plus tardivement, par exemple, dans les années 70, on a eu l'IMAX, hein, image maximum aussi. Et donc, il y a comme ça plusieurs propositions. Et Jean-Baptiste le rappelait, il y a eu aussi des penseurs qui se sont emparés de ce type de proposition pour réfléchir justement sur le cinéma et puis ses qualités immersives. Et là, peut-être qu'on pourrait citer, par exemple, Barjavel, qui parlait de cinéma total, en faisant justement référence à des dispositifs techniques et en se projetant dans un futur. Hein, il faisait cette proposition dans les années 40, et proposition qui a d'ailleurs été reprise par Hervé Bazin, hein, qui parle également André de Bazin. cinéma total. André Bazin, Bazin. pardon. Parce que C'est pas le même. Folcoche, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose, ouais. Et donc Hervé Bazin qui a repris cette proposition de Barjavel, hein, de cinéma total, et qui décrit bien justement ce dont on parle là aujourd'hui, si on parle justement d'immersion physique, vraiment des dispositifs techniques qui permettent d'immerger le spectateur encore plus, je dirais. Oui. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant et qui nous a vraiment aussi intéressé dans l'ouvrage, c'était le fait que ces deux types d'immersion, finalement, parfois, se conjuguent ou se télescopent. On a des films qui vont à la fois solliciter l'immersion physique, mais au profit de l'immersion mentale. Bon, le film qui orne la couverture de l'ouvrage, First Man, de Damien Chazelle, en est un exemple, où le film utilise sur les passages sur la Lune, hein, c'est évidemment l'histoire de Neil Armstrong, le moment où le personnage arrive sur la Lune, le film passe en IMAX, justement, et du coup, l'écran s'agrandit, la définition de l'image augmente, et du même coup, ça produit cette impression d'être dans la peau de ce personnage qui a tous ses sens en alerte. Voilà, il voit tout autour de lui, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu, qu'il a toujours désiré voir toute sa vie, et effectivement, on est avec lui, on vit de l'intérieur la façon dont il perçoit le milieu dans lequel il se trouve. Et ça, pour le coup, c'est une combinaison, puisque à la fois, on a l'immersion physique, parce que pour l'écran, ça grandit, le cadre, pas l'écran, mais le cadre s'agrandit pour nous, spectateurs, donc on a vraiment ce sentiment d'un dispositif hors norme qui nous projette dans un autre monde, et simultanément, ça nous reconduit le ressenti de ce personnage, son point de vue. Et le point de vue est une notion narratologique, hein, qui concourt justement à cette question de l'effet de réel, de tout ce qui concourt justement à cette dimension immersion mentale, pour le coup. Donc cette combinaison entre les deux, elle nous a intéressés parce qu'il nous semblait que c'était aussi sur ce point que le cinéma se différenciait des autres médias qui utilisent des dispositifs d'immersion, comme le jeu vidéo, la réalité virtuelle qu'évoquait Grégory, etc. Le cinéma proposait une autre manière de faire, puisqu'évidemment, le dispositif médiatique en lui-même, c'est-à-dire la diffusion de ces images de manière linéaire, en plan, en 2 dimensions, etc., évidemment produit beaucoup de choses pour le spectateur, mais ne peut pas produire certaines choses. Par exemple, la possibilité, comme pour le jeu vidéo, de tourner autour des images, d'avoir le sentiment, pour le coup, d'être dans le monde, d'avoir un avatar qu'on va pouvoir déplacer et vivre de manière volumique le monde qui entoure le joueur. Du même coup, le cinéma a ses propres trésors expressifs, et c'est cela qu'on voulait véritablement explorer au travers de ces dispositifs qui scandent un petit peu son histoire. Et je rebondis simplement sur la chose que signifiait Grégory juste avant, sur ces auteurs qui ont réfléchi à cette question de l'immersion très tôt, avec cette question du cinéma total. Effectivement, André Bazin l'a utilisé, Barjavel également, mais ce qui nous a paru aussi intéressant, c'est de se rendre compte que ces auteurs
ne parlent pas forcément de l'immersion ou du cinéma total de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont chacun un prisme qui leur est propre, qui est propre à leur milieu, à leur culture, à leur façon de comprendre le monde, c'est-à-dire à des imaginaires qui structurent comme ça une conception qu'on se fait à la fois du cinéma, mais aussi du monde de manière générale, une conception qu'elle soit idéologique, qu'elle soit intellectuelle, etc. Et du même coup, cette question des imaginaires de l'immersion nous a paru aussi intéressante à déconstruire pour se rendre compte que tout au long de l'histoire du cinéma, même si le terme n'a pas toujours été utilisé, bien sûr, mais la façon de la penser, cette immersion, elle a différé en fonction des personnes. Et donc, ça nous a amené aussi à réfléchir à une histoire culturelle de l'immersion. C'était aussi l'un des enjeux de l'ouvrage. Redire qu'il est important de redire justement que cette distinction entre immersion mentale et physique, c'est vrai qu'on la propose et d'autres auteurs l'ont proposé avant nous d'un point de vue théorique, mais que il y a vraiment cette séparation, elle est vraiment justement pour faciliter certaines analyses, mais qu'en fait il y a vraiment une complémentarité entre les deux. Et c'est justement ça qui est important d'interroger et dire aussi que parfois, justement, il peut y avoir une immersion physique peut-être trop forte, qui va sortir le spectateur du film et finalement casser son immersion. On peut penser à certains dispositifs comme la 4DX, par exemple, certains dispositifs qui peut-être peuvent être apparentés à des attractions. Et là, je fais référence aussi à cette notion de cinéma d'attraction proposée par Tom Gunning et par la suite par André Gaudreau. Et que lorsqu'il y a des dispositifs qui justement permettent malgré tout de conserver une certaine narration, eh bien, c'est là qu'on peut vraiment parler de complémentarité, lorsque l'immersion mentale et l'immersion physique, eh bien, s'imbriquent bien et permettent justement une immersion qu'on pourrait là qualifier de totale, pour le coup. Pour être totalement immergé, il faudrait donc oublier qu'on regarde un film. La question est compliquée parce que, en fait, c'est toujours le principe le fameux je sais bien, mais quand même, qui avait été initié par Octave Manoni et puis qui avait été repris par Christian Metz, etc. Donc, c'est-à-dire, on sait évidemment qu'on regarde un film, on ne l'oublie pas, on sait qu'on regarde un film, on sait comment c'est fabriqué, etc. Mais quand même, on y croit, mais quand même, on se projette, on arrive finalement à oublier le temps de la fiction, le dispositif dont on est conscient. Donc, en fait, concrètement, on oublie toujours qu'on regarde un film. Enfin, on le sait, mais on l'oublie toujours. Et tout film, en réalité, produit une forme d'immersivité de manière assez naturelle, mais il y a des films qui vont accentuer cette dimension-là, justement en faisant appel à des dispositifs particuliers. C'est cela qui nous intéresse, en fait, dans cet ouvrage, principalement, même s'il y a des cas de figure qui sont à la frontière. Et ça nous paraissait intéressant, justement, d'étudier des films qui, parfois, ne solliciteraient pas, a priori, cette notion d'immersion. Il y a un texte sur les parapluies de Cherbourg. Par exemple, on pense au film de Jacques Demy, on n'imagine pas qu'on puisse l'envisager au prisme de l'immersion. Mais en fait, si. En fait, bien sûr, il y a des façons de penser ces films qui rejouent, en fait, tout simplement cette façon de se projeter comme ça dans les images d'une autre manière, une manière un petit peu singulière, qui n'est pas celle à laquelle on s'attend d'ordinaire. Parce que c'est vrai que le problème, quand on pense à la notion d'immersion, c'est que souvent, on pense aux dispositifs un peu particuliers comme la VR, ce genre de choses. Et d'ailleurs, quand l'ouvrage est paru, simultanément, au Canada, il y a eu un ouvrage sur la question de l'immersion, mais cette fois-ci envisagé du point de vue des dispositifs spéciaux, pas vraiment du cinéma. Et il me semblait justement que ces ouvrages étaient très complémentaires parce que nous, on a refusé ça. Enfin, on en parle un tout petit peu dans la dernière partie, on est sur les frontières justement de cela, mais il nous a semblé vraiment essentiel pas de se limiter, parce que le mot est péjoratif, mais de se concentrer vraiment sur le cinéma, parce que justement le cinéma est fondamentalement immersif. Donc la question c'est pourquoi on parle d'immersion comme un truc particulier, alors que le cinéma l'est fondamentalement. Et c'est de se demander effectivement qu'est-ce qui produit cette immersivité singulière en fait quand on parle d'immersion au cinéma. Est-ce qu'il y a certains types d'images qui imposeraient plus l'immersion que d'autres? Moi, je pensais peut-être à certains dispositifs, mais de mise en scène cette fois-ci, qui peuvent peut-être favoriser justement l'immersion, hein. Alors, je prends la parole, mais c'est peut-être plus JB qui pourrait répondre, puisqu'il a aussi beaucoup travaillé sur les liens entre cinéma et jeux vidéo. Et là, je pensais notamment à certains points de vue, on en parlait tout à l'heure, et le fait, dans certains films, d'essayer de placer le spectateur vraiment à la place du personnage, notamment avec des vues à la première personne. Il y a eu d'ailleurs plusieurs tentatives durant l'histoire du cinéma aussi. Je pense à La Dame du Lac, par exemple. Mais il y a aussi des films qui le font de manière plus épisodique.
J'ai revu récemment Enter the Void de Gaspard Noé, donc il y a plusieurs séquences aussi, hein, où le spectateur est vraiment placé à la place du personnage, où on voit les mains du personnage uniquement, et parfois on le voit intégralement, mais dans un miroir. Donc là, je pense que c'est un exemple de mise en scène typique qui favorise peut-être davantage l'immersion du spectateur. Un autre exemple, mais là je ne serai pas du tout exhaustif, c'est peut-être certaines séquences aussi qui vont essayer de proposer un dispositif qui va peut-être là aussi favoriser davantage un certain état de conscience, je dirais presque. Et je pense à des séquences notamment qui sont fabriquées avec des effets spéciaux. Et il y a un exemple qu'on reprend dans notre introduction, c'est la fameuse séquence, je dirais, de La Porte des Étoiles en 2001, qui a été mise au point par Douglas Trumbull, avec Stanley Kubrick, et ce corridor avec ses lumières, cette séquence un peu psychédélique d'ailleurs, qui, on peut en faire l'hypothèse, place le spectateur dans un trip. D'ailleurs, c'était l'un des slogans publicitaires, hein, sur certaines affiches, le trip de Stanley Kubrick, le trip ultime, je crois que c'était le slogan exact. Et donc voilà, il y a cette idée aussi parfois avec certains dispositifs de mise en scène, d'essayer vraiment de favoriser cette immersion, sans parler de dispositifs techniques particuliers. Pour y avoir un autre aspect, effectivement, que dans ce que tu évoques, Grégory, c'est et d'ailleurs les exemples que tu prends témoignent de cela. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à la mobilité du cadre, en fait. L'idée que le cadre mouvant participe en un sens d'une forme d'immersivité, parce que ce faisant, quand le cadre bouge, et particulièrement quand il va dans la profondeur de l'image, donne le sentiment d'une pénétrabilité de l'espace. L'impression qu'on peut rentrer dans cet espace, qu'il n'est pas bidimensionnel, comme la toile de l'écran pourrait le laisser entendre. On a ce sentiment qu'on peut rentrer à l'intérieur, qu'on peut s'y déplacer, qu'on peut y exister. Ce qui entre en contraste, par exemple, avec une manière de penser la mise en scène où on n'appelait pas comme ça vraiment à l'époque, mais dans les premiers temps du cinéma, où la caméra était toujours en retrait. C'est des plans pieds, où on voyait les acteurs sur une scène qui était fabriquée pour l'occasion et qui renvoyait à un dispositif théâtral. Et effectivement, dans certaines formes contemporaines de théâtre, bien sûr, mais historiquement, le théâtre est quand même lié principalement à l'idée de la scène avec le public qui est dans la salle, et une frontière, justement, ce fameux quatrième mur, cette frontière entre la scène et la salle. Le fait que les spectateurs ne vont pas se lever de leur siège pour aller voir de plus près les gens sur la scène. Ils vont avoir des jumelles, des choses comme ça, mais leur corps ne va pas se déplacer, n'est pas censé se déplacer. Là, pour le coup, comme la caméra est aussi, en un sens, là je reprends le travail d'Edward Branigan, mais il y a une des définitions de la caméra de cinéma qui est de dire que la caméra est un peu l'œil du spectateur. En tout cas, l'objectif est l'œil et la caméra est son corps. Si la caméra se déplace, ça veut donc dire que le spectateur lui-même en vient à se déplacer imaginairement dans cette image. Donc, il a le sentiment qu'il peut y bouger. Ce que font ces films, par exemple, moi j'étudie beaucoup les films de cinéma virtuel qui reprennent une forme d'esthétique du jeu vidéo, c'est justement de nous amener à croire qu'on peut se déplacer avec un joystick quasiment dans ces images tridimensionnelles en synthèse, et qu'on peut vraiment naviguer à l'intérieur. Il y a une forme de navigabilité de l'espace que ces films mettent en avant. La séquence de 2001 que tu évoques, Grégory, fonctionne de la même façon. L'impression de se projeter comme ça de l'avant dans un univers infini, alors même qu'on sait que ce processus du slit scan, donc qui est utilisé, fonctionne sur un truc de toile peinte complètement bidimensionnel, mais sur une prise de vue ralentie, ce qui produit cette impression de profondeur. Donc il y a une sorte de paradoxe là-dedans, encore une fois, entre la toile et justement l'idée qu'on va se projeter à l'intérieur. On revient à Boviala, hein, mais quand Boviala il invente ces petites caméras, c'est pourquoi? C'est pour faciliter aussi les déplacements du cadreur, pour éviter que sa caméra soit trop lourde, trop fixée, trop figée, et que d'un seul coup, le cadreur puisse bouger avec les gens, s'adapter à une situation en temps réel. C'est aussi ce que les cinéastes du dogme, dont il est question aussi dans l'ouvrage, vont faire. Ils vont vraiment essayer de s'investir physiquement dans les images pour investir physiquement le spectateur. Donc cette question de la mobilité du cadre, il me semble qu'elle est très importante. Et puis on n'a pas parlé des questions de relief, tout ça, qui participent aussi peut-être d'une immersivité supplémentaire des images. Mais cette question me paraît intéressante. Ce que tu évoques là aussi, ça me faisait penser à une notion qui est également souvent utilisée et qui est voisine de l'immersion, c'est cette idée d'absorption du spectateur. Et je pense que là, effectivement, cette mobilité du cadre que tu évoquais, elle renvoie vraiment à cette idée d'absorption, et encore une fois, la séquence de 2001 aussi, je trouve. Et puis sur cette idée de mobilité, on peut peut-être aussi évoquer certains films qui ont pu être proposés d'ailleurs très tôt dans l'histoire du cinéma, ce qu'on appelait les ride movies,
Hein, c'est cette idée aussi qui renvoie à la mobilité du cadre. Et ce qui me permet aussi de redire qu'il y a certaines propositions, cette fois-ci, pas des dispositifs techniques, mais des propositions de mise en scène qui peuvent aussi renvoyer à un cinéma de l'attraction. Mm. Et on a retrouvé d'ailleurs des ride movie donc très tôt, hein, notamment dans des propositions pré-cinéma même. Il y a cette idée de mobilité du cadre. Et après, dans les propositions qui ont été faites dans les années 50-60, j'évoquais tout à l'heure le Cinérama, le Todao et plus tardivement l'IMAX, et ben, c'est des dispositifs qui eux-mêmes ont reproposé des ride movie, parfois avec des roller coasters, par exemple. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment une frontière très mince entre le cinéma traditionnel, narratif, et puis l'attraction, justement. Tous ces dispositifs, finalement, peuvent, à un moment ou à un autre, changer notre façon d'être spectateur. Vous évoquiez au début qu'il y avait, on le sait, les projections se faisaient souvent de temps en temps dans des espèces de salons, je ne sais quoi. On en revient un peu à ça maintenant aujourd'hui et c'est ça qui est assez paradoxal d'ailleurs. Mais je voudrais savoir, est-ce que donc tous ces dispositifs évoqués, que vous évoquez aussi dans le livre, peuvent changer au final notre façon d'être, de penser, d'être spectateur? Oui, évidemment. Alors, bon, l'exemple le plus flagrant et le plus évident, on va dire, c'est l'arrivée du son, qui a été, qu'on pourrait considérer comme un nouveau facteur d'immersion, parce qu'effectivement, le fait qu'avant il n'y ait pas de son qui accompagne les images, enfin, il y en avait en réalité, mais que ce soit pas totalement synchronisé et enregistré sur la bande en elle-même, le fait que d'un seul coup les images soient dotées de son rapprochait ces images de la réalité et permettait peut-être de croire davantage en fait dans ce qui était représenté. Ça a été un changement absolument radical, puisque ça a changé complètement la façon d'être à la salle même. Hein. Le fait que le son existe fait qu'à un moment donné, on va moins parler, on va moins discuter pendant les séances, par exemple, un truc tout bête, hein, mais effectivement, ça a forcément un impact sur la manière de se comporter dans une salle, bien sûr. Il y a effectivement des espèces de... je sais pas comment on pourrait appeler ça, presque des rituels en fait qui peuvent s'installer en fonction de l'état technologique d'une salle de cinéma. L'arrivée du Dolby, etc., va aussi participer d'une autre façon de penser l'espace de la salle et la façon justement de vivre en fait l'expérience de la salle. Donc sans aucun doute que ces technologies réinventent constamment notre manière d'aller au cinéma. On ne va pas au cinéma de la même façon dans les années 10 que dans les années 30, que dans les années 50, que dans les années 70, etc. C'est pas forcément les mêmes attentes, c'est pas forcément la même conception qu'on a du cinéma, et surtout, et ça j'insiste vraiment là-dessus, tout le monde n'a pas la même perception non plus. C'est-à-dire que le cinéma propose certaines choses à certaines époques, mais les spectateurs eux-mêmes sont empreints de toute une culture personnelle qui est liée à leur origine sociale, etc., et à leur centre d'intérêt. Et tout bêtement, c'est quelque chose moi qui me paraît intéressant. Les films de cinéma virtuel que j'évoquais tout à l'heure, je pense que quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie ne va pas forcément voir ce dont je parlais. L'idée qu'on peut comme ça se projeter dans les images, qu'on peut s'imaginer avec un joystick, ça vient aussi d'un regard qui est orienté, qui est éclairé par, enfin pas éclairé, mais qui est, on va dire, orienté par des habitudes culturelles en fait. Le fait que quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo, par contre, va pouvoir projeter dans ses images quelque chose de plus. Et forcément, ça va changer un petit peu sa manière d'appréhender les choses. Et évidemment, Grégory évoquait la 4DX. On ne va pas voir un film en 4DX comme on va voir un film de manière traditionnelle. On se positionne dans une logique d'attraction, effectivement, et forcément, c'est pas le même ressenti d'un film. On va pas le voir de la même façon que si on l'avait vu dans une salle plus traditionnelle. Donc le comportement spectatoriel change bien sûr en fonction de la technologie qui lui est proposée. Sur ce point, peut-être ajouter, tu l'as déjà évoqué avec le son, Jean-Baptiste, qu'il y a certains dispositifs qui apparaissaient à un moment donné de l'histoire de cinéma qui pouvaient être vus justement comme une proposition hors norme pour augmenter davantage de spectateurs, mais qui ensuite ont été englobés, je dirais, et qui sont devenus en fait eux-mêmes des dispositifs standards. Un des meilleurs exemples, c'est sans doute le cinémascope. Lorsqu'il apparaît par rapport au format 1.37, eh ben, c'était un format hors norme, avec un format de projection très étendu sur l'écran. Mais très vite, c'est devenu finalement un format standard qui est encore d'ailleurs utilisé aujourd'hui, même à l'ère du numérique. Donc il y a comme ça plusieurs propositions, le son, la couleur, le cinémascope, eh ben, qui sont devenus finalement des choses standards aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque de leur arrivée, ce sont des dispositifs qui ont effectivement bousculé la relation spectateur-écran. Ça, c'est évident, ouais.
Alors, on va ouvrir une petite parenthèse, parce que j'ai 2-3 autres questions à vous poser aussi, mais au niveau des paradoxes. Mais, une petite parenthèse par rapport à la cuisine interne du livre. Vous aviez évoqué le fait que le livre, venait d'un colloque et ça m'intéresserait, pour le coup, de savoir comment ce qui a été dit dans ce colloque s'est transformé en livre, donc de parler un peu de l'architecture de livre. Comment vous l'avez pensé? Alors, le colloque est un peu loin dans ma tête. Je sais plus, je crois pas qu'on ait structuré le colloque de cette façon-là. Je ne sais Oh, plus, mais quasiment, hein. C'est-à-dire que en quasiment, fait, la ouais. structuration, elle se fait déjà par rapport aux sessions qu'on propose durant le colloque. Donc, il y a un colloque est découpé en plusieurs sessions, plusieurs thématiques en fait. Les contributeurs ou les contributrices, pardon, font des propositions en fonction aussi de cette architecture et de ces axes qu'on propose au départ via un appel à communication. Et donc finalement, la structure, elle est déjà, la plupart du temps, déjà établie par la structure du colloque. Mm. Donc là, il y a eu quelques ajustements, C'est ça, voilà. Oui. mais pas plus, ouais. Mm. Oui, c'est ça. En réalité, bien sûr, le colloque est déjà divisé en sections, en fait, qui correspondent aux pistes évoquées par Grégory. Sans doute que là, pour la structure de l'ouvrage, on a un petit peu remodelé les choses. Par exemple, les intitulés en fait des parties n'existaient pas pendant le colloque. C'est quelque chose qu'on a construit pour l'ouvrage. Mmh. Le fait et parfois des communications qu'on avait placées à certains endroits, finalement, on s'est dit qu'elles étaient plus en phase avec d'autres propositions. Donc voilà, à la marge, voilà, les choses se sont un tout petit peu réorganisées. Mais on avait quand même cette idée qui est venue aussi peut-être des communications, hein, mais cette idée de diviser les choses en plusieurs temps, avec d'abord une partie plutôt historique liée à des dispositifs très singuliers, très spécifiques, et puis après 2 sections qui pour nous renvoyaient à des enjeux un peu importants, l'idée de voilà de comment on fait pour justement comment on immerge le spectateur, comment on vit le film comme processus vraiment de projection mentale, pour ensuite aborder plutôt les questions de tournage, de fabrication, en fait, comment en fait, il pourrait y avoir 2 types d'immersion aussi, si on voulait subdiviser les choses. Il y a l'immersion spectatorielle, mais il y a aussi potentiellement l'immersion des fabricants du film. Bon, là encore, je reprends un exemple qui m'est cher, mais la question de la performance capture ou du cinéma virtuel repose là-dessus, parce que autant pour le spectateur, on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand-chose qui change fondamentalement, ça reste un film monté avec des plans composés en perspective, etc. L'expérience spectatorielle d'un film comme Avatar ou le Pôle Express ne change pas fondamentalement notre rapport au film. Par contre, pour les gens qui font ces films, il y avait une vraie différence, notamment le fait que dans les premiers temps de la performance capture, il y avait une sorte de volume, voilà, un studio qui était très petit, il y avait vraiment rien sur le plateau, les acteurs avaient leur combinaison en lycra moulante avec leurs marqueurs sur le corps, et ils voyaient pas du tout ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas du tout de retour sur le rendu final, et petit à petit, d'autres dispositifs sont apparus, des combos, on pouvait avoir un écran comme ça pour montrer aux acteurs, regardez, c'est à ça que vous allez ressembler dans le film, ou même des écrans dans le film de Spielberg, des aventures de Tintin, et même un écran qui va être présent sur le plateau, où les acteurs se voyaient justement dans leur apparence finale de Tintin, d'Haddock, des Dupont, etc. Ils se voyaient dans le décor, simplifié bien sûr, mais du coup ils arrivaient à se projeter eux-mêmes, c'est-à-dire en fait on peut s'immerger comme ça dans le film qu'on est en train de faire, et puis ça va jusqu'au dispositif de LED, les fameux effets spéciaux qui sont conçus à l'aide d'écrans géants qu'on va mettre derrière les acteurs et sur lesquels on va projeter le décor, un peu dans la logique de ce que Olivia Dorado explicite dans son article dans son chapitre sur la projection frontale. On a cette idée que les comédiens sont devant le décor et eux-mêmes en fait voient le décor. Ils sont plus sur un fond vert par exemple, qui empêche peut-être pour eux l'immersion dans ce qu'ils sont en train de produire en termes d'art dramatique. Et là d'un seul coup d'avoir de décor derrière eux, ils peuvent se croire dans le monde, et quand ils se déplacent, quand la caméra se déplace, il y a une interaction entre le déplacement de la caméra et la parallaxe du décor. Tout ça contribue à la réalité, au réalisme, et du même coup à la possibilité de se projeter pour les concepteurs du film dans ce qui est en train de se produire. Et puis enfin, la dernière partie, plutôt, on disait tout à l'heure, plutôt sur les choses un petit peu à la marge, les procédés qui commencent un petit peu à éloigner le cinéma de l'immersion du cinéma, qui l'amènent sur d'autres territoires, parce que on ne peut pas oblitérer le fait que malgré tout, on vit dans un moment de porosité entre les médias, et le cinéma ne déroge pas à la règle. Donc forcément, des technologies qui viennent d'ailleurs peuvent nourrir comme ça l'expérience cinématographique. Alors, je répète, hein, de l'immersion, pardon, au cinéma, c'est édité chez Presse Universitaire de Rennes, et c'est un ouvrage collectif sous la direction de Marc Christie, Jean-Baptiste Massuet et Grégory Wallet, et il y a une préface de Philippe Marion. Pourquoi, pourquoi certaines images peuvent parfois nous attirer, mais aussi nous mettre mal à l'aise en même temps?
Alors, vous avez en tête quelque chose de particulier Gaspard Noé, par exemple. Ah, bah ça, c'est pour Grégory. Alors, je vais aller encore plus loin, irréversible. Et vous savez de quelle scène dont je parle, voire même la scène du début aussi. Il y a une forme de, on est attiré, on peut être dégoûté et on peut être dégoûté. Alors là, pour le coup, je pense à un autre sujet que celui de l'immersion. Euh, Dans mon cas, là, par rapport à Irréversible, je dirais que c'est peut-être justement le dispositif de mise en scène de Gaspard Noé qui fait qu'on va se sentir immergé dans une certaine situation et qu'en même temps, ce que montre cette situation dans la diégèse, en l'occurrence un viol, peut nous dégoûter et le fait que les images qui soient montrées soient très crues. Donc il y a une sorte effectivement de dichotomie entre un dispositif qui nous absorbe quelque part et en même temps un contenu qui nous révulse. Alors c'est peut-être tout l'art de Gaspard Noé ou en même temps la force qu'il a de nous prendre un peu au piège parfois, on peut le dire, hein, c'est justement Mm. d'avoir une certaine proposition de mise en scène qui effectivement immerge le spectateur. C'est vraiment le cas dans Enter the Void. Je pense que c'est euh, sans doute le film de Gaspard Noé avec lequel on peut le plus parler d'immersion du spectateur, et en même temps un contenu qui trash, voilà, qui peut nous révulser, même si ça peut dépendre aussi là aussi des spectateurs. C'est le cas aussi dans Enter the Void, hein, il y a quand même des séquences qui sont très crues, très dures, sur la prise de drogue, les effets, etc. Et en même temps des séquences psychédéliques qui d'ailleurs empruntent beaucoup à 2001. Hein. Gaspard Noé ne s'en cache pas, il est fan de 2001 et en travaillant avec Pierre Buffin sur les effets spéciaux, ils se sont beaucoup inspirés de l'imagerie de 2001. Et donc voilà, là aussi, dans ce film, il y a effectivement des séquences qui nous immergent, qui nous absorbent, et un contenu qui nous interroge, qui nous bouscule. Mais c'est peut-être justement aussi une manière de nous bousculer. Il nous attrape et en même temps, il nous montre quelque chose qu'on ne voudrait pas forcément voir. Donc c'est une manière aussi peut-être plus forte que certains autres films de faire réfléchir le spectateur sur ce qu'il nous montre. Ouais, mais j'ajouterais un point peut-être là-dessus, c'est en fait le dispositif d'immersion qu'on trouve chez Noé, notamment dans Irréversible, en fait oblige en quelque sorte le spectateur à être présent physiquement dans l'image, donc à se sentir totalement impuissant par rapport à ce qu'il regarde, parce qu'on a beau être mentalement projeté, pour le coup, on n'est pas physiquement projeté, donc on ne peut pas intervenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est assister impuissant à l'acte le plus horrible qu'il soit. Et je pense que cette question de l'immersion, du coup, participe de l'enfer qu'on vit quand on regarde un film comme celui-ci. Donc là, pour le coup, l'immersion sert aussi en un sens le propos et permet effectivement de se confronter à quelque chose qui paraît réel, en fait, qui paraît, voilà, en fait, qui est face à nous, qui se donne à nous de manière vraiment absolument atroce. Voilà, donc je pense que ça joue là-dessus. Donc, ces nouvelles technologies, parfois, elles peuvent casser l'immersion au lieu de la renforcer. Oui, sans doute qu'il y a des moments, effectivement, certains films qui vont faire sortir. Alors c'est aussi, on parle d'immersion beaucoup, mais on pourrait aussi parler du terme d'émersion, hein, qu'on évoque aussi dans l'ouvrage. C'est plutôt l'idée de quelque chose qui vient à nous plutôt que nous projeter dans l'image. Et effectivement, parfois, il y a des... C'est d'ailleurs aussi un principe d'immersion physique. Hein. L'immersion physique, elle est paradoxale parce que on appelle ça de l'immersion, mais en réalité, le fait de sentir l'existence de son corps dans la salle tend à créer une distance avec cet autre univers qui est derrière la toile. Comme s'il y avait cette frontière entre les deux dont on allait d'un seul coup prendre conscience, alors qu'on n'est pas censé en prendre conscience dans le cadre de l'immersion mentale. On est censé oublier ce dispositif pour croire à la fiction. Je sais bien, mais quand même. Or, quand un film va solliciter nos sens, comme avec la KDX par exemple, va solliciter nos sens de manière très forte, et ben notre corps on va le ressentir, on va se dire, on bouge, c'est bizarre, on se prend de l'eau sur la tête, oui, d'un seul coup, on réactualise notre existence dans la salle et ça met à mal, en un sens, notre immersion mentale dans le film, mais ça produit autre chose. Ça produit un effet d'attraction qui donne le sentiment que le film commence à arriver dans la salle, contaminer un petit peu la salle, et c'est un autre plaisir, en fait. C'est pas exactement le même. Et on a l'exemple avec le texte de Aude Weber-Houdet sur William Castle, qui était cette personnalité du monde du cinéma, ce producteur, voilà, qui avait cette idée de produire des séances tout à fait spécifiques liées au film qu'il diffusait, avec l'idée que le film allait avoir un impact sur la salle, et qu'à un moment donné, le film allait presque se passer plus dans la salle
que sur l'écran. Et là, évidemment, c'est un déplacement qui renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que cette technologie implique une posture spectatorielle qui diffère à chaque fois, en fait. Et un autre exemple peut-être pour bien comprendre ces deux types de résultats possibles, c'est la 3D, enfin le relief au cinéma. Il y a certaines 3D qui vont proposer justement d'absorber, pourrait-on dire, à nouveau le spectateur en proposant une profondeur de champ très élevée. C'est ce qu'a proposé par exemple Cameron avec Avatar et sa caméra 3D fusion. Et puis d'autres films 3D qui, là aussi, sont peut-être plus dans l'attraction, qui vont proposer ce que certains auteurs appellent des effets de jaillissement, où en fait on a l'impression qu'il y a des objets qui arrivent comme ça sur nous en tant que spectateurs, ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs justement dans certains parcs d'attractions, notamment les parcs Disney. Donc voilà, cette 3D peut avoir aussi deux fonctions et ça renvoie bien justement à d'autres dispositifs qui vont eux aussi essayer soit de nous absorber, soit faire en sorte que l'image sorte de l'écran. D'ailleurs, je prends un autre exemple, cette fois-ci c'est un exemple filmique, c'est Last Action Hero, dont on parle aussi dans l'ouvrage, où justement il y a un peu ces deux versants, c'est-à-dire que c'est soit justement le spectateur, le jeune spectateur qui rentre dans le film, qui rentre dans l'histoire, qui accompagne son personnage préféré, soit l'inverse, les personnages qui sortent de l'écran, ce qu'on trouve aussi d'ailleurs dans La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Donc il y a un peu ces deux types d'immersion et c'est peut-être selon dans laquelle on se trouve, qu'on va avoir une immersion quasi totale, dans le sens où la narration est préservée, et une autre où on est plus dans l'amusement, dans l'attraction. Ça me Et dans rappelle... Last Action... Pardon. non, parce que rebondir sur Last Action Hero. J'allais dire simplement une légère différence avec La Rose pourpre du Caire, si je me souviens encore de Last Action Hero, c'est c'est que l'immersion, à un moment, propose aussi de revisiter l'histoire du cinéma. C'est ça qui est assez intéressant. Oui, c'est vrai, ouais. Et ça, c'est passionnant, ça aussi. C'est peut-être un autre aspect. Voilà, je referme la parenthèse. Oui, non, moi je repensais à la question de Avatar, de la 3D, effectivement, au moment où Avatar sort, qui était une sorte de nouvelle vague, en fait, de la 3D, puisqu'on sait que la 3D a connu plusieurs stades d'existence. Il y a eu plusieurs comme ça, de petites vaguelettes, en fait, pendant quelques années, d'un intérêt porté à la 3D relief. Et pour le coup, Avatar a été le point de départ d'une autre vague, justement, de 3D relief à ce moment-là. Ce qui était intéressant, c'est de voir comment le public a pu réagir, en fait, à cela. C'est-à-dire qu'il y a eu deux écoles, en fait. Il y a eu les spectateurs qui connaissaient déjà, en fait, un peu le cinéma de Cameron, qui avaient cette cinéphilie, qui savaient, en fait, comment Cameron allait pouvoir utiliser la 3D dans cette logique de construction de l'intérieur de l'espace, en fait, l'idée de nous projeter dans ce monde avec une gestion spatiale assez singulière, et d'autres qui disaient, c'est un film en 3D, la 3D, c'est l'attraction, c'est les parcs, etc. Donc, on est là pour avoir une attraction visuelle. Et il y a des spectateurs qui avaient été très déçus du film Avatar en raison justement du fait qu'il n'y avait pas ces effets de jaillissement. C'est pas un film qui capitalise là-dessus. En revanche, je me rappelle très bien, le film était introduit par une petite publicité c'était Haribo, les bonbons Haribo. On avait ces bonbons Haribo qui flottaient comme ça dans la salle avec la 3D. Et là, on voyait les enfants qui étaient en train d'essayer d'attraper les bonbons. Et je l'ai entendu ça plusieurs fois. En fait, le vrai moment 3D fort de Avatar, c'était la pub Haribo. Voilà. Et moi, c'est deux écoles en fait de conception de la 3D qui renvoient à ces imaginaires culturels qu'on évoquait. De l'immersion au cinéma, le livre et l'ouvrage collectif est édité chez Presse Universitaire de Rennes Cinéma. C'était sous la direction de Marc Christie, Jean-Baptiste Massuet et Grégory Wallet. Grégory Wallet et Jean-Baptiste Massuet étaient là. Ils nous ont consacré à peu près 3/4 d'heure pour parler de ce livre. Bien évidemment, on a dit 0,0001% de ce qu'il y a dans ce livre. Donc maintenant, c'est à vous de travailler et de vous procurer ce livre. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était un plaisir. Merci. Merci Samir. Et il y a le chat qui clôture la fin de l'émission. Il y a le chat qui me réclame, voilà. Exact, c'était le bon moment. Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.